L'assurance vie, je pense que tous les épargnants français le savent, c'est un outil formidable de transmission du patrimoine hors succession. C'est un outil d'autant plus formidable qu'il présente simplicité, souplesse, liberté, de manière extraordinaire. La transmission sur un contrat d'assurance vie, c'est très simple. On remplit une clause bénéficiaire, voire même on coche la clause bénéficiaire qui est préparée par l'assureur. C'est extrêmement simple. On peut répartir les capitaux entre plusieurs bénéficiaires dans les proportions qu'on souhaite. Simplicité absolue. On a aussi une souplesse formidable. On peut changer en cours de vie sa clause bénéficiaire, ajouter un bénéficiaire, en enlever un autre, etc. Donc, vraiment, tous les atouts. Pour autant, on néglige peut-être un certain nombre de contraintes qu'il serait souhaitable de respecter. Première contrainte à respecter, le régime matrimonial du souscripteur, évidemment s'il est marié. Trois cas de figure, séparation de biens, communauté légale, communauté universelle. Si on est en séparation de biens, les choses sont en général assez simples. Quand on a un contrat sur la tête de madame, un contrat sur la tête de monsieur, en général, chacun alimente son contrat avec ses capitaux personnels, donc il n'y a pas de complications. Sinon, évidemment, on court un risque de donation indirecte si on ne respecte pas cette organisation. La communauté légale. Alors, très récemment, on a beaucoup parlé de l'abandon de la réponse Baquet. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle. La réponse Baquet a, il y a quelques années, mis un petit peu le flou dans le monde de l'assurance vie, parce qu'elle indiquait, cette réponse Baquet, que si monsieur ou madame avait alimenté son contrat d'assurance vie avec des biens communs, en cas de décès de l'un, les contrats de l'autre non dénoués, mais alimentés par des biens communs, devaient se retrouver dans la succession du conjoint décédé pour la moitié de leur valeur, qui évidemment n'est pas tout à fait ce qui est dans les faits des années précédentes. Il y a plusieurs assureurs qui ont fait du lobbying, je pense un petit peu, très dans le temps en particulier. Et très récemment, on a eu donc l'annonce de l'abandon de la réponse Baquet par la réponse Sion. Et donc aujourd'hui, on ne prend plus en compte les contrats non dénoués constitués avec des biens communs. Toutefois, il faut savoir que cette organisation est toujours valable sur le plan civil. Elle a été abandonnée sur le plan fiscal, mais elle est toujours valable sur le plan civil. Donc, tout n'est pas tout à fait parfait. Conclusion. Si des époux communs en bien ont à un moment donné des capitaux personnels, des capitaux propres à replacer dans un contrat d'assurance vie, il est souhaitable d'isoler ces capitaux dans un contrat sur lequel on prévoit une clause de renvoi de biens propres, pour bien garder la traçabilité de la propriété de ces biens. Ne pas les mélanger avec des contrats alimentés avec des biens communs. C'est mieux. Et deuxième conclusion, si on veut parfaitement protéger le conjoint, les solutions de clause de préciput sont toujours recommandées. C'est ce qui permet le mieux de protéger son conjoint. Je ne rentrerai pas dans le détail, évidemment. Dernier cas de figure, la communauté universelle. Là aussi, c'est un peu comme la séparation de biens, il n'y a pas beaucoup de problématiques. Tous les biens sont communs, donc contrat de monsieur, contrat de madame, voire même contrat en adhésion de conjointe, ça ne pose pas de problème. On a eu l'année dernière un arrêt de la Cour de cassation qui a aussi un petit peu intéressé des spécialistes. Un contrat au nom d'un seul conjoint avait été transformé en contrat en adhésion conjointe, monsieur et madame, et la Cour de cassation a déclaré que cette transformation, cet ajout d'un souscripteur supplémentaire ne valait pas novation. Autrement dit, on garde l'antériorité du contrat si on rajoute un co-souscripteur. Évidemment, uniquement dans le cas
où les conjoints sont en communauté universelle. Sinon, ça va être un peu compliqué. Pour autant, peut-on considérer aujourd'hui qu'on peut transformer, si on est en communauté universelle, qu'on peut transformer ces contrats d'adhésion simple en adhésion conjointe? Il est recommandé d'attendre la confirmation de l'administration fiscale parce que cet arrêt de la Cour de cassation vaut uniquement sur le plan civil. Donc sur le plan fiscal, la FFSA a conseillé à tous les assureurs d'attendre que ce soit confirmé que sur le plan fiscal également, l'ajout d'un adhérent ne remettait pas en cause l'antériorité du contrat. Deuxième contrainte à respecter après le régime matrimonial, la rédaction de la clause bénéficiaire. Bon, là, je vais passer très vite parce que vous avez entendu ça partout. Il faut soigner la rédaction de la clause bénéficiaire. Il ne faut pas qu'il y ait de doute, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Un assureur ne peut pas se livrer à une interprétation de la clause bénéficiaire. Il faut que ce soit net, clair, carré. La clause simple, mon conjoint a des enfants, ou alors une clause directement en faveur des enfants, ou une clause démembrée, ou encore une clause même à un tiers, sachant que la contrainte principale à respecter, c'est la contrainte de ne pas computer la réserve héréditaire. En France, les enfants ont droit à une réserve héréditaire sur le patrimoine de leurs parents. Si par le biais de l'assurance vie, on entame cette réserve héréditaire, bien entendu, ça va poser un problème. Donc, il faut respecter cette contrainte. Dernière contrainte sur laquelle je passerai très vite parce qu'il y a vraiment tellement peu de cas de figure, mais c'est quand même une question qui nous est posée assez régulièrement. J'ai déjà 40-50% d'assurance vie dans mon patrimoine. Est-ce que je peux en faire encore? Est-ce que je peux rajouter des composants? Est-ce que c'est pas trop? Sans problème. Parce qu'il y a vraiment très très peu de cas de jurisprudence de remise en cause par le biais de l'abus de droit. Il y a quelques cas de figure, c'est vraiment une personne qui est rentrée à l'hôpital, qui sait qu'elle est décédée, qui met un million en assurance vie, enfin, des cas comme ça. C'est très court. Pas d'assurance vie, donc il y a eu un temps hiver de où l'assurance vie était totalement exonérée pour la succession. Si, je vous assure. Et puis il y a deux règles qui sont venues limiter cette exonération de manière assez importante. L'article 757B, c'est-à-dire les souscriptions postérieures au 20 novembre 1991, qui est la fameuse règle des 70 ans. Après 70 ans, seuls 30 500 € de versement sont exonérés des droits de succession. Tout ce qui dépasse ces 30 500 € est soumis à droit de succession. Ces 30 500 € sont communs à tous les bénéficiaires. Si on a plusieurs contrats, tout rentre dans les mêmes 30 500 €. Donc c'est une contrainte assez importante. Donc, beaucoup de personnes ont pour réflexe de dire après 70 ans, l'assurance vie, c'est fini. C'est une conclusion un peu hâtive, parce qu'il ne faut pas oublier que si les versements sont soumis à droit de succession au-delà de 30 500 €, toutes les plus-values, elles, sont exonérées. Donc, plus le temps passe, plus le contrat, chez Generali par exemple, augmente, plus la partie exonérée augmente également. Et puis, deuxième contrainte, l'article 590I du CGI, deuxième règle fiscale, les contrats ouverts ou alimentés après le 13 octobre 1998 et la fameuse limite de 152 500 € par bénéficiaire. Encore une fois, tout contrat confondu. Pour cette limite de 152 500 €. Au-delà de 152 500 €, taxation forfaitaire à 20%. Et même 31-25 au-delà de 852 500 € par bénéficiaire. Ça ne pas forcément toujours. Et en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, il y a autant d'abattements de 152 500 € qu'il y a de couples nus propriétaires usufruitiers. Et les nus propriétaires et usufruitiers se partagent ces 152 500 € exonérés à due concurrence de leurs droits dans la somme reçue. Conclusion. Pour des contrats d'assurance vie ouverts ou alimentés après 98, il faut multiplier le nombre de bénéficiaires. Plus vous avez de bénéficiaires animés, plus vous avez 152 500 €
exonérées. Donc, vive les familles nombreuses. La synthèse, je vais passer très très vite parce que sinon ça va prendre un peu de temps. Les deux règles se combinent l'une l'autre, suivant que les contrats sont souscrits avant ou après le 20 octobre 91 et sont alimentés avant ou après le 13 octobre 98. Et dernière réglementation fiscale qui est intervenue, enfin, grande réglementation fiscale qui est intervenue, elle est plutôt dans le sens positif, si la loi n'était pas 2007, avec l'exonération du conjoint ou du partenaire de PACS. Exonération totale si la clause bénéficiaire est en sa faveur. Pas de droit de succession. Alors, on va passer à des petits cas pratiques ici. Le cas pratique numéro 1, monsieur et madame Prévoyant. Alors, ce qui est important, c'est qu'ils ont tous les deux moins de 70 ans. C'est un cas relativement simple. Ce qu'on remarque, c'est que monsieur et madame ont une retraite relativement différente l'un de l'autre. En revanche, ils ont un patrimoine assez important. Leurs objectifs, c'est que, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas de problème de train de vie, l'idée principale, c'est de protéger le conjoint survivant en cas de décès de l'un ou de l'autre, et d'optimiser la transmission en faveur de leurs enfants, 2 enfants. Donc, les contrats d'assurance vie, il y en a 3 au nom de monsieur, il y a beaucoup plus de capital assurance vie au nom de monsieur qu'au nom de madame, et un seul au nom de madame. Les 2 premiers contrats d'assurance vie de monsieur ont une clause bénéficiaire démembrée, c'est-à-dire usufruit, ou plus exactement quasi-usufruit, le conjoint survivant, madame, et pour la nue-propriété, les enfants. Le 3e a une clause bénéficiaire directement en faveur de madame. Donc, si on a analysé tous les versements, alors en fait, en réalité, il y avait même plus de contrats que ça, mais bon, je simplifie un petit peu pour l'exemple. Donc, on constate que le premier contrat a été entièrement alimenté avant 1998. Il est pur fiscalement. Il est totalement exonéré de droit de succession. Le deuxième contrat a été alimenté à la fois avant et après 1998. Il est mixte. Il a un compartiment qui est totalement exonéré et un compartiment qui est soumis à la règle des 152 bits par bénéficiaire. Et je vous rappelle que la clause bénéficiaire est démembrée. Et le troisième contrat qui a été alimenté uniquement après 1998, donc qui lui aussi entre dans les 152 000 € par bénéficiaire. Donc, nos recommandations pour répondre aux objectifs de cette famille, c'est que le contrat A, il est totalement exonéré et il est en clause bénéficiaire démembrée. Donc, tous les capitaux vont aller au conjoint. Or, le conjoint, de par la loi, il n'a pas de droit de succession. Donc, c'est un peu dommage de lui consacrer un contrat qui est fiscalement complètement exonéré. Donc, nous avons suggéré à ce monsieur de passer la clause bénéficiaire de ce contrat directement en faveur de ses enfants, pour qu'ils puissent bénéficier d'un capital totalement exonéré. En contrepartie, comme ça fait moins de capitaux pour madame, et vous vous rappelez, elle a moins de retraite que lui, donc il faut quand même la protéger, et du fait qu'il dispose de liquidités sur des livrets, on lui fait rajouter sur d'autres contrats d'assurance vie qui sont directement en faveur de madame. Certes, c'est des versements d'après 98, mais on n'a pas la limitation de 152 000 €, puisque c'est en faveur du conjoint. Le contrat de madame, rappelez-vous, madame avait un seul contrat dont la clause bénéficiaire était en faveur de monsieur. Ben là, très simple, comme monsieur a une bonne retraite, si madame décédait, il aurait toujours sa retraite, son patrimoine puis aussi lui donne des revenus significatifs, donc il n'a pas besoin de ces capitaux-là. Enfin, on peut penser qu'il n'a pas besoin de ces capitaux-là. Donc s'il en est d'accord, madame peut passer directement ses enfants comme bénéficiaires de son contrat, et là encore leur faire bénéficier d'un régime fiscal relativement favorable. Et même rajouter sur ce contrat, ou ouvrir un autre contrat avec ses liquidités, pour encore augmenter la part transmise à ses enfants, puisqu'elle ne fait pas du tout le plein des 152 000 € par enfant. Cas pratique numéro 2, monsieur Avisé. C'est toujours pas son vrai nom. Donc lui, il a 85 ans. Plein de contrats. J'ai encore une fois simplifié pour l'exemple, mais il y avait 9 ou 10 contrats différents, dont des contrats transformés, DSK, pour vous et tout, du bonheur.
Donc, des contrats souscrits avant 91, des contrats souscrits après, alimentés avant, après 98, la totale. Donc, son objectif, monsieur Avisé, qui est veuf, c'est de savoir sur ce qu'il a constitué, finalement, quel est le régime fiscal, s'il décède, qu'est-ce que ses enfants vont récupérer en exonération, qu'est-ce qu'ils vont récupérer soumis à droit de succession. Et comme il vient de faire une vente immobilière, il se demande s'il y a des contrats d'assurance vie sur lesquels il peut rajouter des capitaux de manière intelligente. Et c'est le cas. Quelle chance. Donc, les deux premiers contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, donc, ils sont entièrement exonérés de droit de succession parce que, certes, il y a une poche qui a été constituée après le 13 octobre 1998, mais globalement, le tout n'atteint pas tout à fait 152 500 € par enfant. Donc, ces deux contrats ont une poche qui est totalement exonérée, une poche qui est dans les 152 500 €, mais ça n'atteint pas 152 500 €. Donc, les deux premiers contrats vont aux enfants d'exonération totale. Les deux suivants, donc, ils sont soumis à la règle des 70 ans, et en plus, ils ont été alimentés beaucoup après 70 ans. Très peu avant et beaucoup après. Donc, autrement dit, sur les 360 000 € de versement, il n'y a que 30 000 qui sont exonérés, plus toutes les plus-values, 93 000 €. Donc, si on fait le résumé de tout ça, en cas de décès de M. Avisé, ces trois enfants récupèrent chacun 200 000 € des deux premiers contrats totalement exonérés. Et pour les deux contrats suivants, sur 152 000 € chacun, il y a 42 000 exonérés et 110 000 soumis au droit de succession. Donc, par rapport au capital que M. Avisé souhaite rajouter sur ses contrats d'assurance vie, à votre avis, sur quel contrat est-ce qu'il devrait les rajouter? Avant, après en fait, on voit que s'il les rajoute sur les contrats souscrits après 1991, il va ajouter encore à la poche qui est déjà soumise à droit de succession, les versements postérieurs à 70 ans, et il a quand même 85 ans, donc il n'y a pas forcément beaucoup de plus-values qui vont entrer dans la poche exonérée. En revanche, les contrats anciens d'avant 91, ils ne sont pas soumis à la règle des 70 ans. Donc s'il verse sur ces contrats-là, voilà, s'il verse sur ces contrats-là, et sous condition de rajouter des bénéficiaires, il a 3 enfants, mais il a aussi des petits-enfants. Donc, s'il rajoute sur ces contrats, ces capitaux ne seront pas soumis à la règle des 70 ans, ils rentreront dans la règle des 152 000. Il lui suffit d'ajouter tous ses petits-enfants comme bénéficiaires, et hop, 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 tout est exonéré. Voilà le travail qu'on essaie de faire pour